Hello, c'est Lionel. Aujourd'hui, on va parler d'une disparition mystérieuse dans la nature chez nos amis canadiens. La disparition de Christina Kaleika. Une affaire qui reste encore irrésolue à l'heure actuelle. Comme beaucoup d'affaires de disparition que je traite sur ma chaîne, ce dossier est particulièrement choquant et révoltant parce que, comme vous allez le voir, Christina était une belle personne, dans tous les sens du terme. Et elle a disparu en une fraction de seconde lors d'un séjour de camping avec des amis dans un parc naturel de l'Ontario. Dans cette émission, je vais faire comme d'habitude, je vais d'abord faire une présentation des faits et ensuite passer en revue les différentes théories envisageables. Je vais tout vous raconter dans quelques instants, mais avant toute chose, il faut que je vous parle d'un jeu vidéo sur mobile. Je dois dire que je joue assez peu à des jeux vidéo, mais alors celui-là, je l'adore. Ce jeu, c'est Raid Shadow Legends. Raid Shadow Legends, c'est de l'action, de la stratégie, de la magie et aussi surtout de l'évasion. Raid Shadow Legends, c'est vraiment un jeu de fantasy incroyable. On est transporté dans des univers totalement différents. Vous contrôlez un groupe de héros légendaires qui doit sauver l'univers fantastique de Teleria menacé par les forces du mal. Et il y a du boulot, hein. Les graphismes de ce jeu sont vraiment époustouflants. Les animations super fluides, le jeu est d'une richesse impressionnante avec de nouvelles mises à jour chaque mois. Il y a près de 700 champions issus de 15 factions, et il y a notamment une nouvelle faction appelée les Gardes Sylvains qui me plaisent particulièrement parce qu'ils sont en harmonie avec la nature. Et le gros plus avec Raid Shadow Legends, c'est que ce jeu est hyper facile à prendre en main, y compris pour les joueurs occasionnels. Moi je peux vous dire que je suis un peu une quiche en jeu vidéo et j'y arrive, c'est dire. Et les gamers, les joueurs plus hardcore, y trouveront aussi leur compte. Vous aurez des tonnes de boss géniaux à affronter. Vous pourrez aussi livrer bataille avec d'autres vrais joueurs dans l'arène. Et ce qui est génial, c'est que Raid Shadow Legends est entièrement gratuit. 80 millions de personnes l'ont déjà installé sur leur mobile, alors n'attendez plus. Installez le jeu, que vous soyez sur iOS ou Android. Vous trouverez toutes les informations et les liens dans la description de cette vidéo et le premier commentaire épinglé. Mais il y a plus. Nouveaux joueurs, utilisez mon lien ou scannez le code QR ici. Et obtenez un pack de démarrage gratuit d'une valeur de plus de 30 €. Un champion Jotun gratuit et aussi ce super butin en jeu. Vous trouverez vos récompenses ici dans votre boîte de réception pour les 30 prochains jours seulement. Et si vous avez vécu sous un rocher, vous ne savez peut-être pas que la méga star du MMA et de la lutte professionnelle Ronda Rousey a fait un saut passionnant dans le monde du raid avec son propre champion. Vous pouvez obtenir Ronda en ouvrant simplement Raid 7 jours avant le 20 février. C'est tout ce qu'il y a à faire. Alors foncez, installez Raid Shadow Legends, vous allez voir, vous allez vous en prendre plein les yeux. Commençons tout de suite avec la présentation des faits. On va partir à Toronto, la capitale de l'Ontario, l'une des provinces du Canada. En 2007, Christina Kaleika a 20 ans. Petite brune d'1,57 m, Christina est une Canadienne d'origine philippine. Née dans ce pays d'Asie du Sud-Est, à l'ouest du Pacifique, sa mère Elisabeth a émigré au Canada en 1980. Les parents de Christina ont divorcé alors qu'elle n'avait qu'1 an, et Christina a toujours été très proche de sa mère. Christina n'a encore jamais eu l'occasion d'aller aux Philippines, son pays d'origine, mais elle a prévu d'y aller un jour avec sa mère. Christina a un petit frère, Michael, âgé de 15 ans, avec qui elle s'entend bien. À l'époque, Christina vit avec sa mère, son frère et leurs 2 chats, Crystal et Oreo. Ils vivent à Toronto, plus particulièrement à Cabbage Town, un quartier historique et central de la ville. En ce qui concerne ses études, Christina a fait un parcours sans faute. Elle a fréquenté le George Brown College et a obtenu un certificat en éducation de la petite enfance en 2006. Christina se destine à l'enseignement et elle doit intégrer l'université des enseignants de l'université York à Toronto. Christina est très reconnaissante envers sa mère qui a cumulé plusieurs emplois, notamment de caissière, pour payer de bonnes études à ses enfants. Durant l'été 2007, les vacances scolaires, Christina travaille 9 heures par jour dans un camp d'été organisé par la garderie Sainte-Bernadette, adjacente à l'école catholique Darcy McGee. En effet, Christina a une caractéristique. Elle est très croyante. Il faut savoir que les Philippins sont le peuple le plus croyant au monde. Et selon sa mère Elisabeth, Christina a commencé à prier très tôt, à l'âge d'1 an, quand son père l'a abandonnée, elle et sa mère. L'église est devenue une sorte de refuge pour la petite Christina. Elle s'y est fait de nombreux amis et y a trouvé la force de tenter de vivre une vie heureuse. Christina a donc la foi, mais elle met en pratique ses convictions religieuses. C'est une jeune femme très généreuse. En effet, elle offre la moitié de son salaire à sa mère pour payer le loyer et lui permettre d'abandonner plusieurs emplois secondaires et se concentrer sur sa carrière de conseillère financière indépendante. Christina n'a pas oublié le sacrifice fait par sa maman qui a tout donné pour assurer un bon avenir à ses enfants. Mis à part rentrer à l'université York pour devenir enseignante, Christina a beaucoup de projets, notamment effectuer un travail de missionnaire aux Philippines ou partir en vacances en famille au Panama. Christine est dynamique. Ses proches la décrivent comme une travailleuse acharnée et une leader naturelle.
La jeune femme a en effet occupé un poste de direction dans un groupe de jeunes affiliés à Youth for Christ, un mouvement chrétien mondial travaillant avec les jeunes entre 12 et 21 ans. Christina, qui a un excellent contact avec les adolescents, s'est beaucoup impliquée bénévolement dans cette cause. Elle a notamment été responsable de l'organisation de l'une de ses plus grandes conférences. Même si Christina est née dans une famille brisée par le départ de son père, la famille est une valeur importante pour elle. Le dimanche 28 juillet 2007, Christina célèbre le 50e anniversaire de sa maman Elisabeth avec ses proches. La jeune femme a bien sûr participé à l'organisation de la fête et malgré le bonheur et la joie, Christina ressent une certaine fatigue. Il est vrai qu'entre ses études, son travail d'été et ses activités bénévoles, Christina a une vie très remplie. En juillet 2007, on ne lui connaît aucune relation amoureuse, mais Christina mène aussi la vie d'une jeune femme de 20 ans. Elle a beaucoup d'amis. Ceci dit, fin juillet 2007, Christina frôle l'épuisement professionnel. Elle est au bord du burn-out. Elle en fait beaucoup trop depuis des mois et elle veut s'accorder quelques jours de détente. Parce que Christina n'est pas une superwoman, elle a des failles comme tout le monde. Christina a par exemple des phobies, comme la peur des araignées et des rongeurs. Christina a un besoin urgent de faire un break, car si elle est relativement en bonne santé, sa condition physique est loin d'être optimale. Pour se maintenir en forme, elle joue généralement au volleyball, mais là elle n'en peut plus. Elle veut vraiment souffler un peu. Christina décide donc de prendre des mini-vacances avec sa cousine Faith Castulo, qui a 20 ans comme elle, et deux amis de Youth for Christ, Heidi Meag et John Benedict, alias JB, âgés respectivement de 20 et 19 ans. Les quatre amis projettent de participer à une conférence jeunesse prévue à Montréal, au Québec. Mais après avoir consulté les tarifs des hôtels, ils estiment que le coût du voyage est trop élevé. Alors plutôt que d'assister à la conférence, ils décident de faire du camping dans la nature, quelque part dans l'Ontario. Après avoir fait des recherches sur Internet, ils sélectionnent comme destination pour leur prochain week-end le parc provincial de Rainbow Falls. En fait, ils choisissent ce parc naturel complètement au hasard. Ils ont juste tapé dans Google le mot « fall » qui veut dire cascade et ont sélectionné le troisième résultat. Christina est enchantée par l'idée de camper dans la nature, même si, comme déjà dit, elle a une phobie des araignées, insectes et rongeurs. Et ça n'est pas tout. Christina a une très faible conscience spatiale et un mauvais sens de l'orientation. Quelques semaines plus tôt, elle s'est même perdue lors d'une randonnée sur le sentier Seaton près de Pickering, dans l'Ontario. Et Christina n'était pas seule, elle était avec les mêmes amis, sa cousine Faith, Eddie et JB. Les quatre amis avaient tous erré un certain temps avant de retrouver leur chemin. Donc autant vous dire que Christina n'est pas trop dans son élément dans les bois. C'est plutôt une citadine. Mais même si elle n'est pas très à l'aise en forêt, Christina est très heureuse d'aller camper avec ses amis. Passer quelques jours dans la nature, à respirer de l'air pur, ne pourra lui faire que du bien. Située sur l'autoroute 17, la transcanadienne entre les villes de Schreiber et Rossport, le parc provincial de Rainbow Falls a une superficie d'environ 575 hectares. On peut y camper, pêcher, faire de la randonnée ou aussi du bateau. Abritant des cascades, des lacs et des kilomètres de forêt, ce parc est le paradis des amoureux de la vie en plein air. Deux aires de camping existent dans le parc. Le terrain de camping principal de White Sand Lake, situé à moins d'1 kilomètre des portes du parc, et le terrain de camping Rossport, situé à 3 km à l'ouest, le long de la transcanadienne. Le samedi 4 août 2007, l'aventure démarre. C'est une aventure car les quatre amis ne sont jamais partis ensemble aussi loin. Faith, Eddie et JB viennent chercher Christina chez elle à bord de la voiture d'Eddie. Et en voyant l'état un peu délabré de la voiture du jeune homme, Elisabeth, la mère de Christina, a quelques craintes. Ils ont quand même 1200 km à faire pour aller jusqu'au parc. 2400 km aller-retour. Aussi, Elisabeth leur prête sa propre voiture, une Honda CR-V verte. Tout le monde charge donc ses affaires dans la Honda et vers 10h du matin, les quatre amis prennent la route. Ils roulent pendant des heures et ce n'est que le lendemain, le dimanche 5 août 2007, qu'ils arrivent enfin à destination, le parc provincial de Rainbow Falls. Vers midi, le petit groupe se rend au camping de White Sand Lake, le terrain de camping principal du parc, longé par la transcanadienne. En fait, le groupe avait réservé l'emplacement 72, mais il est proche de la route qui traverse le camping, c'est un peu bruyant. Christina et ses amis demandent donc à être un autre emplacement, le 88, qui est dans une zone plus tranquille et plus proche du lac White Sand. Ce dimanche-là, le camping est plein aux trois quarts. Et ça se comprend parce qu'on est début août, c'est la haute saison et beaucoup de monde est venu passer le week-end dans le parc provincial. Christina et ses camarades ne sont pas des campeurs expérimentés, mais ils ont amené tout le matériel nécessaire. Ils s'installent donc sur l'emplacement de camping. Ils montent leur tente et font cuire des pâtes car ils ont faim. Et après déjeuner, ils se détendent dans le camping. Mais vers 18h30, la fatigue les rattrape car ils ont fait un long voyage et ils sont épuisés. Christina et ses amis décident de faire une petite sieste de 30 minutes dans la tente.
Eddie règle l'alarme sur son téléphone et tout le monde s'allonge pour dormir. Mais quand le groupe se réveille, il est 22h30. En effet, l'alarme n'a pas sonné et tout le monde a dormi 4 heures au lieu d'une demi-heure. Comme la nuit est tombée, ils allument un feu de camp, grignotent et boivent un peu d'alcool. Néanmoins, ils sont raisonnables et personne ne boit assez pour être ivre. Plusieurs photos sont prises lors de cette soirée. L'une d'elles montre les deux cousines, Faith et Christina. La dernière photographie sera prise par Faith, juste après minuit, à minuit 8, le lundi 6 août. Sur le cliché, on voit Christina, Eddie et JB qui tient une lampe torche au-dessus de leur feu de camp. La soirée se déroule tout à fait normalement et vers 4h du matin, tout le monde va se coucher. Le lundi 6 août 2007, Christina et Eddie se réveillent les premiers, à 6h30 du matin, quelques minutes avant le lever du soleil. Ils remarquent que dans la tente, Faith et JB dorment toujours à point fermé. Mais Christina et Eddie n'ont eux plus sommeil. Ils décident donc de laisser dormir leurs amis et de se lever. En fait, Christina demande à Eddie de l'accompagner jusqu'au bloc sanitaire le plus proche du camping. Elle a envie de soulager une envie naturelle, et elle n'ose peut-être pas y aller seule. Eddie accepte, bien entendu. Les deux jeunes vont donc ensemble jusqu'aux toilettes. À cette heure matinale, les toilettes sont désertes. Le camping est très calme. Tout le monde est en train de dormir. Les deux jeunes vont donc ensemble jusqu'aux toilettes, et en revenant, Eddie, qui est sportif car il veut devenir pompier, propose à Christina de faire un jogging. Il lui propose de faire ça en attendant que les autres se réveillent. Et Christina accepte. Tous les deux se mettent donc en tenue et enfilent les chaussures de sport. Et ils partent ensemble. Eddie, qui est en excellente forme, a envie de courir le long de l'autoroute transcanadienne, toute proche. Mais ça ne plaît pas trop à Christina. La jeune femme, elle préfère rester dans le parc. Parce que Christina n'est pas une grande sportive, elle n'a pas l'habitude de faire des joggings. Il faut dire aussi que la pauvre, à cette époque-là, elle a une ancienne blessure qui lui fait mal aux pieds. Et pour couronner le tout, elle n'est pas en super forme à cette période. Eddie a envie de courir assez sérieusement, Christina, elle, a envie d'y aller cool, et c'est sans doute pour cette raison que les deux jeunes décident de se séparer vers l'entrée du parc provincial. Vous voyez ça sur la carte. Eddie part le long de l'autoroute 17, tandis que Christina fait demi-tour. Avant de se quitter, Christina demande à Eddie pour combien de temps il en a. Et il lui répond en plaisantant qu'il courra jusqu'à ce qu'il meure. Et cette plaisanterie est plutôt sinistre quand on sait ce qui va suivre. Eddie ne donne pas d'heure précise de retour et voit apparemment Christina partir en direction du sentier de Rainbow Falls qui mène aux cascades du parc. C'est la dernière fois qu'il verra son ami et c'est là que le mystère Christina Kaleika démarre. 1 heure plus tard, Eddie revient à la tente. Il a fini son jogging et là il constate que Christina n'est pas là. Faith et JB sont toujours en train de dormir eux dans la tente. Vers 9h30, Faith et JB se réveillent enfin et ils demandent à Eddie où se trouve Christina. Eddie leur explique logiquement qu'ils voulaient faire un jogging ensemble et que chacun est parti de son côté. Au début, Faith n'est pas trop inquiète. Elle se dit que sa cousine est probablement partie se balader dans la forêt pour se vider l'esprit. Ce lundi 6 août 2007, il fait un temps splendide à Rainbow Falls. Le soleil brille et les températures sont douces. Sachant que Christina est quelqu'un qui aime prier, elle profite peut-être du calme de la forêt pour méditer. En attendant qu'elle revienne, Faith et JB préparent le petit déjeuner. JB va lui prendre sa douche au bloc sanitaire et va ensuite sur la plage du lac White Sand toute proche au cas où Christina y serait. Il va vérifier sur la plage, seulement Christina n'y est pas. À 11h du matin ce lundi, Christina n'est toujours pas revenue à la tente et là ses amis commencent vraiment à s'inquiéter. Ils commencent donc à la chercher. Eddie et JB prennent d'abord la voiture pour vérifier la route menant aux chutes, puis ils fouillent le Rainbow Falls Trail et le Superior Trail. 2 sentiers forestiers divergents qu'aurait pu emprunter Christina. Bien que d'autres personnes soient présentes sur les sentiers, à ce stade, JB et Eddie ne leur demandent pas d'aide. Donc les garçons cherchent un moment Christina, mais elle est introuvable. Vers 13h45, le groupe n'a toujours pas retrouvé Christina et ils laissent un mot à leur tante, au cas où elle reviendrait en leur absence. Ils veulent aller à Rossport, à plusieurs kilomètres de là, où se termine l'un des sentiers de randonnée, le Kesk Isle Trail. Tout en se renseignant sur les cartes des sentiers au centre d'accueil du parc, ils informent le personnel que Christina a disparu. Après avoir conseillé au groupe de signaler la disparition à l'OPP, la police provinciale de l'Ontario, le personnel du parc commence à rechercher Christina sur les sentiers et les plages bordant le lac White Sand. À 14h, les amis de Christina décident de prévenir la police. Ils appellent l'OPP pour signaler officiellement sa disparition, environ 7 heures après qu'elle ait été vue pour la dernière fois. Elisabeth, la maman de Christina, est informée de la situation vers 16 heures. La police provinciale de l'Ontario, l'OPP, va mettre assez vite le paquet pour tenter de retrouver Christina.
L'opération de recherche va durer 17 jours, l'une des plus longues dans l'histoire de l'Ontario. Vont y participer environ 100 policiers, pompiers, plongeurs et spécialistes non affiliés à la police. L'OPP va d'abord lancer ce qu'on appelle des hasty search, recherche hâtive. Soit dit en passant, c'est aussi une technique qui est utilisée par les park rangers dans les parcs nationaux américains. Quand ils apprennent qu'un randonneur a disparu, ils envoient des hommes faire une recherche rapide sur les sentiers. Cette méthode permet de retrouver dans un temps très court les promeneurs qui se sont juste égarés sur un sentier ou ont eu un problème tout près. Donc dans le cas de Christina, l'OPP envoie des équipes fouiller la zone autour de laquelle elle a été vue pour la dernière fois. Et ils concentrent leurs efforts le long de couloirs naturels, rivières et lignes électriques. On sait que des personnes perdues ont tendance à suivre les rivières et les lignes électriques. Et c'est d'ailleurs un bon réflexe. En général, cette méthode de recherche rapide, donc hasty search, permet de retrouver assez vite les randonneurs portés disparus. Et les statistiques montrent que quand les personnes disparues dans la nature sont retrouvées, elles sont dans 90% des cas retrouvées dans un rayon de 8 km autour de l'endroit où elles ont été vues pour la dernière fois. Mais dans le cas de Christina Kaleka, cette technique ne fonctionnera pas, à cause du terrain difficile de la région. Le parc provincial de Rainbow Falls est en effet considéré comme l'une des zones les plus accidentées de l'Ontario. Car en dehors de ces sentiers de randonnée balisés, la région est couverte de buissons épais et de falaises atteignant 240 mètres de hauteur. De plus, les policiers et chercheurs doivent prendre une autre donnée en compte. Le profil comportemental de Christina, qui est loin d'être une randonneuse aguerrie. Rappelez-vous qu'elle a été décrite comme ayant une très mauvaise conscience spatiale et un mauvais sens de l'orientation. Elle a donc peut-être pris de mauvaises décisions quand elle s'est rendue compte qu'elle s'était perdue. Le mardi 6 août 2007, le lendemain de la disparition de Christina, cette dernière n'a toujours pas été localisée, pas plus qu'elle n'a donné de signe de vie. Sa mère Elisabeth arrive dans la journée au parc provincial de Rainbow Falls avec d'autres membres de sa famille, mais la police ne les autorise pas à chercher Christina afin de ne pas perturber l'enquête et les fouilles en cours. La police a effectivement fait venir 4 unités canines pour tenter de repérer la piste olfactive de la jeune femme. Mais si la veille il faisait un temps superbe, ce jour-là c'est tout le contraire. Des pluies violentes s'abattent sur la région. Si on ajoute aussi le fait que près d'une journée entière s'est écoulée depuis que Christina a été vue pour la dernière fois, les chiens pisteurs sont incapables de capter son odeur dans le parc. Vu que les recherches hâtives n'ont rien donné, l'OPP envoie cette fois des équipes de 3 personnes inspecter minutieusement les sentiers. Partant du principe que Christina est vivante mais perdue, ils vérifient aussi les abords de chaque côté des sentiers, en appelant fréquemment la jeune femme par son nom. Contrairement à la première technique, les chercheurs avancent cette fois très lentement et ils vérifient tout, à la recherche d'un indice comme un objet perdu par la randonneuse. Les hommes de l'OPP vont ainsi vérifier tous les sentiers du parc provincial, notamment le Rainbow Falls Trail, mais également le Casque Isle Trail qui va de Terrace Bay à Roseport, sur la rive nord du lac supérieur. Jugé difficile, le Casque Isle Trail fait 53 km de longueur et il passe tout près du terrain de camping où a disparu Christina. Les policiers vont le fouiller intégralement durant plusieurs jours, mais là encore, ils ne trouveront rien. Cette opération de recherche et sauvetage semble vraiment maudite. Les fortes pluies tombées le lendemain de la disparition ont eu un autre effet pervers. Elles ont accéléré la chute des feuilles qui ont peut-être recouvert les empreintes de Christina. Le terrain est tellement escarpé par endroits que 3 sauveteurs vont se blesser. Un chien de recherche de la police va même être perdu dans les bois. Dans les jours suivants, la police provinciale de l'Ontario continue de déployer d'importantes ressources pour essayer de localiser Christina. De gros moyens aériens sont mis en œuvre. 3 hélicoptères, 2 avions et un hydravion survolent le secteur. Certains appareils sont équipés de caméras infrarouges. Malheureusement, ils ne parviennent pas à détecter la présence de Christina dans les bois. Depuis les airs, les chercheurs ont tout de même remarqué une activité accrue d'oiseaux charognards comme des corbeaux et des vautours dans plusieurs zones du parc. À chaque fois, des vérifications ont été faites au sol, sans qu'on trouve la moindre trace de Christina. Ces oiseaux charognards étaient certainement attirés par des cadavres d'animaux. Malgré toute la bonne volonté des hommes de l'OPP, l'opération de Search and Rescue concernant Christina est un échec cuisant. Les 17 jours de recherche ne permettront pas de retrouver la randonneuse et de savoir ce qui a pu lui arriver. Le plus troublant, c'est l'absence d'indices dans cette affaire de disparition. On a presque l'impression que Christina n'a jamais mis les pieds dans le parc provincial de Rainbow Falls. Une équipe de recherche a certes ramassé une paire de chaussettes à la base des Rainbow Falls, mais d'après les enquêteurs, ces chaussettes étaient sûrement trop grandes pour appartenir à Christina. Et les analyses ADN n'ont pas été concluantes. Une empreinte de chaussure correspondant à la pointure de Christina a aussi été trouvée dans une zone humide à proximité, mais il a été impossible de déterminer son origine, parce qu'énormément de monde vient visiter les chutes de Rainbow Falls. Et cette empreinte de chaussure a pu être laissée par n'importe qui.
Un emballage de bonbons a aussi été ramassé dans un endroit où une personne se serait apparemment reposée, mais l'ADN récupéré sur le papier ne correspondait pas non plus au profil génétique de Christina. En parallèle des battues sur le terrain, des avis de recherche concernant Christina Kaleika sont distribués dans les villes voisines. Le samedi 11 août 2007, 5 jours après la disparition de Christina, les civils sont enfin autorisés à la chercher. C'est le week-end et près de 200 habitants du coin vont participer aux fouilles. La famille et les amis de Christina sont bien sûr aussi présents. Eux et de nombreux bénévoles vont arpenter les bois tout le week-end. En vain. La semaine suivante, l'OPP mène des recherches aquatiques. Des bateaux et plongeurs explorent les plans d'eau. Et on utilise également un sonar et des robots sous-marins pour vérifier un bassin d'eau profond à la base des chutes Rainbow. Seulement, on ne trouve rien. Le 15 août, la famille de Christina organise une veillée en son honneur à l'église catholique Prince of Peace de Scarborough, un quartier de Toronto, et plus de 600 personnes assistent à la cérémonie. Pendant ce temps, les recherches continuent sur le terrain. Le 17 août, 11 jours après le début de l'opération, le chef de la police de l'Ontario, Mark Armstrong, reste optimiste. Il estime que les chances de survie de Christina demeurent élevées en raison des conditions climatiques favorables qui rendent la déshydratation et l'hypothermie improbables. De plus, Elisabeth, la mère de la disparue, a donné une information intéressante. Elle a expliqué que Christina avait l'habitude de jeûner, une pratique certainement liée à sa foi catholique, et qui aurait pu augmenter ses chances de survie. On a l'impression, et c'est humain, que les policiers et les proches de Christina veulent toujours y croire. Ils espèrent toujours qu'on va retrouver Christina. Mais le miracle n'arrivera pas. Toutes les recherches, qu'elles soient officielles, bénévoles ou privées, ne produiront aucun résultat. Ce qui frappe dans cette affaire, c'est le vide du dossier d'enquête. On peut dire que la police de l'Ontario a 0 indice. Elle n'a pas trouvé le moindre petit élément permettant d'expliquer la disparition de Christina dans le parc de Rainbow Falls. Un témoin va tout de même se manifester. L'homme se nomme Paul Gauthier. Gauthier explique que lundi 6 août 2007, il campait sur l'aire de camping Rossport, à environ 4 km du camping de White Sand Lake, où Christina et ses amis séjournaient. Vers 9h du matin, Gauthier était en train de boire son café quand il aurait aperçu une femme asiatique de petite taille non identifiée traverser le terrain de camping. La police a questionné Gauthier à plusieurs reprises au sujet de son observation, mais on ignore toujours si la personne qu'il a vue était effectivement Christina. De leur côté, comme dans toute enquête, les dernières personnes à avoir vu la personne disparue ont fait l'objet d'une certaine attention de la part des forces de l'ordre. Face Castulo, Eddie Mick et JB, les amis de Christina, ont été interrogés séparément à 3 reprises par la police. Et ils ont été blanchis de tout soupçon. Aucun d'entre eux n'a jamais été considéré suspect par les enquêteurs. Ils ont a priori dit la stricte vérité et n'ont joué aucun rôle dans la disparition de Christina. Après 17 jours de recherche intensive, la police provinciale de l'Ontario décide de stopper l'opération. Et contre toute attente, les policiers vont privilégier l'hypothèse saugrenue que Christina a été tuée par un ours, bien qu'on n'ait trouvé aucune preuve. Aucune trace de sang ou aucun vêtement lors des battues. Nous reparlerons de cette théorie dans la seconde partie de l'émission. En tout cas, et c'est aussi étonnant, ils sont convaincus que Christina n'a pas fait l'objet d'un acte criminel. Après l'arrêt de l'opération de Search and Rescue par les forces de l'ordre canadiennes, la famille Kaleika ne baisse pas les bras. Elle finance elle-même 3 recherches privées en puisant dans les économies personnelles de Christina et en organisant des collectes de fonds. Cet argent permet de faire venir dans le parc provincial de Rainbow Falls des chiens spécialisés dans la détection de cadavres ou encore des secouristes formés à la descente en rappel pour vérifier les falaises. Mais ces nouvelles recherches n'auront pas plus de succès que les précédentes. Elles ne permettront pas de mettre à jour de nouveaux indices quant à la disparition de Christina. Par la suite, et c'est assez triste, la famille Kaleika va recevoir moins de soutien. Peut-être à cause des échecs des précédentes recherches. Et elle va collecter moins de fonds. Elisabeth, la maman de Christina, manque d'argent et en 2009, elle en arrive au point où elle vend sa maison et emménage dans un appartement de 2 chambres avec son fils pour pouvoir financer de nouvelles recherches. Mais la mère de Christina va finalement arrêter ses recherches privées pour plusieurs raisons. Elle prend cette décision à contre-cœur, mais bon, premièrement, c'est vrai que depuis 20 mois, toutes les recherches n'ont donné aucun résultat. Et deuxièmement, elle a failli avoir un accident de voiture avec d'autres membres de sa famille alors qu'ils cherchaient Christina. Ils ont manqué de percuter un orignal sur l'autoroute 17. Ils se sont mis en danger donc. Et si ça continue, elle va se retrouver dans une situation financière très difficile. Elle ne pourra pas payer les études universitaires de son fils Michael. Voilà pourquoi Elisabeth décide de tout arrêter. C'est une décision qui doit être difficile à prendre, comme on peut l'imaginer. Il y a sans doute aussi peut-être une forme de culpabilité à faire ça, mais bon, c'est vrai qu'à un moment donné, il faut quand même savoir arrêter, quoi. Il faut savoir accepter l'évidence. Accepter la disparition. Dans cette affaire, il y aura malheureusement peu de rebondissements, mais signalons qu'en octobre 2010, des restes humains sont découverts dans la région de Thunder Bay. Et la police de l'Ontario se dit qu'ils appartiennent peut-être à Christina. Mais les analystes diront le contraire. À l'heure actuelle,
La disparition de Christina Kaleika fait toujours l'objet d'une enquête de la part de l'OPP, la police provinciale de l'Ontario. Le dossier est toujours traité comme un cas de personne disparue et une récompense de 50 000 $ est offerte par le gouvernement de l'Ontario pour toute information permettant de savoir où elle se trouve. Mais en 2023, 16 ans après les faits, la disparition de Christina Kaleika reste un mystère complet. Cette affaire est vraiment révoltante parce que, comme dit au début de cette émission, c'était vraiment quelqu'un de bien, dans tous les sens du terme. Christina avait un bel avenir devant elle, mais son destin s'est brisé au cours d'un banal séjour de camping avec des amis. Ce dossier est rageant car la police de l'Ontario, de nombreux bénévoles et aussi la famille ont tout donné pour tenter de la retrouver. Mais ça n'a pas marché. Comme l'a déclaré dans les médias Ken West, l'oncle de Christina en août 2007, ils ont utilisé des unités canines, ils ont utilisé des avions, ils ont utilisé des sous-marins, ils ont utilisé toutes sortes de moyens différents pour retrouver Christina. Et rien, absolument rien n'a fonctionné. Il n'y a aucun indice du tout. Et c'est vrai que dans cette affaire, on est dans un brouillard total. Passons néanmoins en revue les différentes théories envisageables. Évoquons tout d'abord la théorie de la fuite volontaire. En effet, au moment de la disparition de Christina, on a pu entendre une rumeur selon laquelle elle se serait enfuie pour échapper à un mariage arrangé. Mais cette rumeur était visiblement infondée. Et pour les proches de Christina, il était vraiment impensable qu'elle prenne la décision de partir comme ça, sans se retourner. Elle était trop attachée à sa famille pour les plonger ainsi dans la douleur. Et c'est vrai que quand on réfléchit, ça n'est pas logique. Vu qu'elle avait énormément souffert d'avoir été abandonnée par son père, elle n'aurait pas abandonné elle-même sa mère et son frère. Ça n'a pas de sens. Et faire souffrir les autres allait aussi à l'encontre de ses convictions religieuses. Théorie suivante. L'attaque par un animal sauvage. De mon point de vue, il est difficile de comprendre pourquoi la police canadienne a envisagé cette hypothèse quand on étudie les chiffres. En effet, les 750 000 ours noirs d'Amérique du Nord tuent en moyenne moins d'une personne par an. Donc c'est extrêmement rare. De plus, dans le parc provincial de Rainbow Falls, les animaux sont habitués à côtoyer des humains. On n'est pas au fin fond de l'Alaska, où là c'est différent, il y a des grizzlies qui peuvent être très dangereux si vous vous aventurez sur leur territoire. Et même si Christina avait exceptionnellement été attaquée par un ours, ça ne serait pas passé inaperçu. On aurait forcément retrouvé quelque chose, des traces de sang. Et selon les spécialistes, un ours noir n'emporte généralement pas sa proie à plus de 180 mètres du lieu de l'attaque. Et dans ce cas-là, on aurait repéré des marques de traînage sur le sol. Or là, on n'a rien vu. Ces remarques valent aussi pour les autres animaux potentiellement dangereux du parc. Je pense en particulier aux loups. Si l'on en croit le Centre international du loup, il n'y a eu en Europe et en Amérique du Nord que 12 attaques de loups sur des êtres humains, dont 2 mortels sur une période de 18 ans. Considérant qu'il y a près de 60 000 loups en Amérique du Nord et 15 000 en Europe, et qu'ils coexistent avec des centaines de millions de personnes, il est évident que le risque d'être attaqué est supérieur à 0, mais il est bien trop faible pour être calculé. Et ça, c'est le Centre international du loup qui l'affirme. En clair, la probabilité de se faire agresser par un loup est infinitésimale. Vous avez plus de chances de mourir en glissant sur une crotte de chien que d'être attaqué par un loup. Théorie suivante, l'accident. Un accident est théoriquement possible parce que Christina avait un mauvais sens de l'orientation et l'opération de recherche a été compliquée par des fortes pluies le lendemain de la disparition. Les précipitations ont probablement contribué à effacer les traces de la jeune femme et aussi sa piste olfactive. Souvenez-vous de l'inefficacité des chiens. D'un autre côté, vu que Christina avait vécu une expérience traumatisante dans la nature quelques semaines plus tôt, il est raisonnable de penser qu'elle n'aurait certainement pas pris de risques inutiles en se promenant seule. Sachant qu'en plus elle avait une phobie des araignées, insectes et rongeurs, elle ne s'est sûrement pas enfoncée profondément dans les sous-bois. Elle est sûrement restée sur les sentiers. Dans ce cas, pourquoi ne l'a-t-on pas retrouvée alors ? Quel que soit le cas de figure, on aurait forcément retrouvé quelque chose. Les recherches se sont étalées sur 20 mois, presque 2 ans. Donc pour moi, il est vraiment très improbable que Christina ait péri dans les bois. Surtout qu'en plus, personne n'avait jamais disparu avant elle dans ce parc. À part une personne âgée en mauvaise santé qui a été retrouvée saine et sauve 9 heures après avoir été portée disparue. C'était le seul incident de ce type dans toute l'histoire du parc provincial de Rainbow Falls. Venons-en maintenant à la dernière théorie, celle qui semble la plus probable dans cette affaire, et c'est la seule qui reste après élimination. L'acte criminel. Christina a disparu parce que quelqu'un lui a fait du mal. Maintenant, il faut se poser la question de savoir qui aurait pu l'agresser. Certains d'entre vous songent peut-être à Eddie. Et c'est vrai que c'était la personne qui était en compagnie de Christina juste avant qu'elle ne disparaisse. Est-ce que Eddie a dit vrai avec cette histoire de jogging, cette histoire de séparation ? C'est normal de s'interroger. Néanmoins, la police a mené de nombreuses vérifications le concernant et Eddie a été écarté de tout soupçon.
Ils avaient déjà passé beaucoup de temps ensemble et il n'y avait jamais eu aucun problème. Eddie était lui aussi bénévole à Youth for Christ, il était croyant, il voulait devenir pompier. C'était un bon gars, quoi. On peut peut-être juste lui reprocher d'avoir laissé Christina seule et préférer aller courir seule le long de l'autoroute. Mais bon, c'est vrai que c'est toujours plus facile à dire après. En ce qui me concerne, je ne crois pas que Christina ait fait l'objet d'un meurtre dans le parc provincial de Rainbow Falls, et ce pour une raison assez simple. La police n'a trouvé aucun indice, aucune trace de sang, aucun signe de lutte ou aucune scène de crime dans les bois. De plus, si Christina avait été agressée, elle aurait sans doute crié. Quelqu'un aurait peut-être entendu quelque chose, parce que les sons portent très loin dans les bois. Et le camping était tout proche. Et quand on dort dans une tente dans un camping, on entend tout, hein. Il n'y a aucune isolation phonique. Je doute énormément d'un homicide dans cette affaire. Par contre, l'hypothèse d'un enlèvement me semble beaucoup plus crédible, et ce pour 3 raisons. Première raison, les constatations faites sur place. L'absence totale d'indices suggère que la jeune femme n'était plus dans le parc provincial depuis longtemps quand les recherches ont démarré. À mon avis, Christina a très certainement été transportée à bord d'un véhicule. Elle a été emmenée ailleurs dès le matin de sa disparition. Deuxième raison, la configuration des lieux. La dernière fois où elle a été vue, Christina était tout près de l'autoroute 17, la transcanadienne qui longe le parc provincial de Rainbow Falls. Si quelqu'un a pris Christina ce matin-là, il pouvait s'enfuir très vite sur l'autoroute. Il pouvait être avec sa victime à des centaines de kilomètres quelques heures après la disparition. Troisième raison, la ressemblance avec l'affaire de l'autoroute des larmes, ou Highway of Tears en anglais. Cette affaire tristement célèbre concerne une section d'environ 700 km de l'autoroute 16 en Colombie-Britannique, le long de laquelle de nombreuses femmes, la plupart du temps autochtones, ont disparu ou ont été retrouvées assassinées. Beaucoup de ces victimes pratiquaient l'autostop. La Gendarmerie royale du Canada a comptabilisé au total 18 meurtres et disparitions entre 1969 et 2006. Ces affaires restent encore irrésolues à l'heure actuelle. On n'a pas identifié les auteurs de ces meurtres et disparitions, mais il est possible que plusieurs tueurs en série aient sévi sur la Highway of Tears. Sachant que Christina a disparu au bord d'une autoroute, la transcanadienne, et qu'elle était d'origine asiatique, on aurait peut-être pu la confondre avec une autochtone du Canada, une amérindienne quoi. Bon, attention, je spécule, ce n'est qu'une supposition, mais celui qui a kidnappé Christina était peut-être responsable de plusieurs disparitions sur la Highway of Tears. De passage près du parc provincial de Rainbow Falls, où il aurait pu faire un arrêt, il aurait pu tomber par hasard sur Christina, et il aurait une pulsion, et il aurait décidé de la prendre. Le parc provincial de Rainbow Falls est certes loin de la Highway of Tears, à plus de 3500 km, mais l'autoroute 16 est dans la continuité de l'autoroute 17. Un autre scénario est possible. Par exemple, peut-être qu'après s'être séparée d'Eddie, Christina s'est égarée sur les sentiers. C'est vrai qu'elle avait un mauvais sens de l'orientation. Elle a pu arriver au bord d'une route et demander son chemin à un automobiliste. Un automobiliste qui avait l'air peut-être sympa et qui lui aurait proposé de la ramener au camping. Et Christina ne se serait pas méfiée. Sa famille a expliqué qu'elle avait tendance à accorder facilement sa confiance aux autres. Elle était toujours prête à aider les autres et elle ne voyait pas le mal en fait. Voilà pourquoi elle aurait probablement accepté de monter à bord du véhicule d'un inconnu. Et si Christina est tombée sur un prédateur rusé et organisé, elle n'avait aucune chance. Facteur aggravant, Christina a disparu très tôt le matin, entre 7h30 et 8h. Et à cet horaire, peu de gens se promenaient dans le parc. Il y avait peu de gens sur les sentiers. Beaucoup de monde était encore en train de dormir au camping. Si le kidnapping a été commis très vite, voilà pourquoi personne n'a rien vu. Dernier point, il faut savoir qu'à la période de la disparition de Christina, était organisé un événement sportif majeur dans la région, le Drag Fest, une course de dragster qui a lieu chaque année à Terrace Bay, une petite ville distante de seulement 25 km du parc provincial de Rainbow Falls. Chaque année, plus de 5000 personnes venues de tout le pays viennent assister à la Drag Fest qui dure 3 jours et se déroule du vendredi au dimanche. Certains visiteurs restent tout le week-end au Drag Fest et ne rentrent chez eux que le lundi matin. Il est donc tout à fait possible que des personnes peu recommandables soient venues au Drag Fest et soient passées tout près du parc provincial de Rainbow Falls en repartant le lundi matin. Et ils auraient même pu y dormir la nuit du dimanche au lundi. D'une manière ou d'une autre, Christina aurait très bien pu croiser la route de l'un d'eux le lundi matin. Et vous connaissez la suite. Voilà, c'est la fin de cette émission consacrée à la disparition de Christina Kaleka, une affaire vraiment dramatique, comme toutes les affaires de disparition, mais bon là c'est vrai que c'est encore pire que d'habitude, j'ai l'impression. Personnellement, je pense que le pire lui est arrivé. Donc grosse pensée à elle, grosse pensée aussi à sa famille bien sûr. Cette triste histoire doit nous inciter une fois de plus à la prudence, même quand on va camper avec des amis dans un coin de nature assez tranquille.
Petit rappel, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un pouce en l'air et si vous voulez supporter la chaîne et assurer son avenir, merci de vous abonner. Merci à celles et à ceux qui sont en train de s'abonner en ce moment même. Et un grand merci aussi bien sûr à Raid Shadow Legends qui a sponsorisé cette vidéo. Et n'oubliez pas d'installer le jeu sur votre mobile, essayez-le, vous allez voir, il en vaut vraiment la peine. Donc comme vous allez être un peu occupé, là je vous laisse, je vous dis à bientôt pour de nouveaux mystères. Et en attendant, ne disparaissez pas.